OK, super. Donc, mon nom est Marc-André Simard. Je suis un étudiant de première année au doctorat en sciences de l'information à l'Université de Montréal. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet de recherche qu'on a effectué dans le cadre de mon mémoire de maîtrise sur la disponibilité internationale du libre accès. Juste avant de débuter, il y a vraiment beaucoup de raisons qui existent pour justifier l'importance du libre accès, mais étant donné la limite de temps, je vais me contenter d'en survoler quelques-uns qui me semblent les plus quelques-unes qui me semblent les plus importantes, notamment celles qui nous touchent le plus en tant qu'étudiants, chercheurs, professeurs, etc. Donc, évidemment, je tiens à aborder en commençant la crise des périodiques scientifiques. C'est qui se produit dans les bibliothèques universitaires depuis probablement un bon 25 ans, depuis les années 90. Selon une étude de 2012, on parle d'environ près du trois quarts des revenus des éditeurs scientifiques qui proviennent des bibliothèques universitaires. Un autre exemple, je vais prendre l'exemple de l'Université Laval, mais si on regarde pratiquement toutes les bibliothèques universitaires, on pourrait voir un peu le même phénomène. On parle d'un passage de 75 à 90 en 2013 et 2017 de la part du budget de la bibliothèque de l'Université Laval qui est maintenant accordé aux périodiques scientifiques. Puis simplement pour montrer à quel point que ce phénomène-là est vraiment international et vraiment affecte non seulement les pays pauvres, les endroits où les plus petites universités, etc., mais aussi les plus grosses universités. Il y a même California Tech, qui est une des plus grosses universités en Amérique, qui a commencé à canceller des abonnements aux périodiques. Il y avait une étude de Kirilidou qui est sortie justement en 2012 qui montrait que le prix des périodiques scientifiques a augmenté de plus de 400 au Canada en 1986 et 2010, alors que les données sur l'indice des prix à la consommation au Canada montrent que l'inflation a augmenté à peu près de 107 sur la même période. En d'autres mots, le prix des périodiques scientifiques augmente environ 4 fois plus rapidement que l'inflation. Ça peut vous montrer à quel point la situation est absolument ridicule en ce moment. Euh, Sinon aussi, en 2015, il y avait une étude de mon directeur de maîtrise et de doctorat, Vincent Larivière, et ses collègues qui avaient démontré que les 5 éditeurs scientifiques les plus prolifiques publiaient plus de 50 de tous les papiers qui sont indexés dans la base de données Web of Science, avec certaines disciplines en sciences sociales qui atteignaient jusqu'à 70 si on regarde les données au fil du temps, on peut observer une sorte de consolidation. Ces éditeurs-là achètent de plus en plus ils rachètent des revues qui proviennent, par exemple, d'éditeurs à but non lucratif, d'associations professionnelles, d'associations scientifiques, etc. Et eux, ils se sont mis à créer également une quantité astronomique de nouvelles revues, ce qui fait en sorte qu'ils ont parvenu au fil du temps à se rendre indispensables aux yeux des bibliothèques, puisqu'ils contrôlent la majorité justement du contenu scientifique qui sort au fil du temps. Juste pour vous montrer à quel point est-ce que c'est problématique, tout ça, c'est le fait que ces éditeurs-là sont à but lucratif. On parle d'un marché qui vaudrait environ 10 milliards par année, selon une étude de Aspesi et ses collègues en 2019. Les marges de profit pour ce marché-là peut varier entre 13 à 37 avec des profits qui vont même jusqu'à 1,38 milliard dans le cas de Elsevier. Vous voyez que c'est pas de la petite argent. Là. C'est vraiment des gros montants qui sont payés par les bibliothèques, qui sont payés par les contribuables, par les fonds publics, partout dans le monde, et qui, au final, ajoutent vraiment une restriction importante à l'accès à la science. Un dernier petit point que je voulais faire, justement de parler de libre accès, c'est le fait que l'éducation, justement, les connaissances scientifiques et l'éducation sont considérées comme étant comme étant des biens publics par l'UNESCO. Surtout quand on prend en considération que la science est surtout financée par le public. Donc, même les articles scientifiques qui sont écrits par les chercheurs, ils sont donnés gratuitement. Ils sont financés, en fait, par le public, par l'entremise des salaires, des subventions, etc. Et ils sont donnés gratuitement par les chercheurs aux revues scientifiques, aux éditeurs scientifiques qui ensuite vont les revendre justement aux bibliothèques universitaires qui sont, eux, financés par les fonds publics. On tombe dans une sorte de relation un peu malsaine qui engendre plusieurs problèmes, particulièrement dans les disciplines à la fine pointe, comme par exemple la médecine, intelligence artificielle, etc., où l'accès aux nouvelles connaissances est vraiment primordial, surtout par exemple en médecine, lorsqu'on parle que ça peut avoir un effet assez important sur la santé publique des pays, notamment justement par exemple en Afrique, etc. Le libre accès s'offre présentement comme une sorte de solution potentielle au problème que je viens tout juste de soulever.
Donc, la prochaine question que ça apporte, en fait, c'est quoi exactement le libre accès? Donc, j'ai pris la définition la plus classique qu'il n'y a pas, celle justement de la Déclaration de Budapest. Donc, le libre accès peut être considéré comme un mode de diffusion des connaissances qui vise à rendre les résultats de recherche disponibles gratuitement sur le web et permettant aux utilisateurs de lire, télécharger, copier, distribuer, imprimer ou partager un texte original sans aucune barrière financière, légale ou technique, conformément à une licence ouverte de droit d'auteur. Donc, pour faire un résumé extrêmement simple, le libre accès, c'est tout simplement de permettre aux gens d'accéder aux résultats scientifiques et aux articles scientifiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait publier en libre accès? En fait, il y a vraiment beaucoup de raisons qui sont décrites de multiples façons dans la littérature scientifique. J'en ai conservé seulement 4 que je veux vous aborder rapidement comme ça. Mais si vous voulez des références, n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous en donner à l'infini. Donc, la première, en fait, c'est plus de visibilité pour vos travaux de recherche. Donc, en soumettant un article et en le rendant disponible gratuitement, ça fait en sorte que partout dans le monde, les gens peuvent accéder à notre article, qu'ils soient justement qu'ils soient des chercheurs, qu'ils soient des professionnels, qu'ils soient de la population générale. Donc, au final, ça fait en sorte que les contribuables en ont plus pour leur argent parce que c'est les contribuables qui payent pour que la recherche puisse se faire. Sinon aussi, il y a le fait que ça apporte plus de citations. Donc, évidemment, les articles sont plus visibles, donc ça mène à plus de citations. Donc, si vous êtes le genre de personne qui vous intéressez justement à votre nombre de citations, si ça peut vous permettre d'obtenir des bourses, etc., bien, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et en fait aussi, bien, publier en libre accès, ça fait en sorte qu'on est conforme au mandat de libre accès. Donc, de plus en plus d'organismes subventionnaires et d'institutions, par exemple l'UDM ou le CRSH, incitent ou obligent carrément justement leurs chercheurs financiers à publier leurs résultats de recherche en libre accès dans les 12 mois suivant leur publication originale. Donc, à l'heure actuelle, il y aurait, je vous dirais, 2 principaux modèles de libre accès, mais si on regarde dans la littérature, il y en a à peu près 150 millions, mais les 2 originaux qui ont été en fait décrits dans la déclaration de Budapest originale qui a créé le mouvement du libre accès, donc on parle vraiment du modèle or et du modèle vert. Donc, le modèle or, dans le fond, il consiste à publier dans une revue qui permet directement au lecteur de consulter les articles sans frais d'abonnement. Donc, c'est des revues scientifiques qui sont gratuites, qui ne demandent pas aux bibliothèques ou aux lecteurs de s'abonner. Le problème avec ce modèle-là, c'est que souvent, ces revues-là vont exiger des APC qu'on appelle, donc c'est des frais de traitement des articles aux auteurs, c'est-à-dire un montant que l'auteur doit payer pour couvrir les frais d'édition et compenser pour l'absence de revenus d'abonnement. Donc, c'est un modèle qui n'est évidemment pas parfait, étant donné qu'encore une fois, on fait comme un peu changer la balance la balance du montant des bibliothèques vers les chercheurs. Donc, il y a un sous-modèle du libre accès or qui n'est pas un des 2 modèles principaux, mais je veux quand même l'aborder étant donné que c'est un modèle qui est extrêmement critiqué, extrêmement controversé et extrêmement affluent en ce moment. Donc, c'est le modèle hybride qui est une sous-catégorie, comme je vous disais. Donc, lui, il consiste à payer des frais de traitement, donc des APC à un éditeur d'une revue qui est payante déjà, afin de rendre un article disponible en libre accès. Donc, ça crée un phénomène qu'on appelle le double dipping, donc le double trempage. Donc, qui fait en sorte que les éditeurs vont chercher deux fois de l'argent pour le même article. Donc, ils vont chercher de l'argent par rapport aux abonnements des bibliothèques, mais aussi parce que les auteurs doivent payer pour avoir l'article disponible en libre accès. Donc, le deuxième modèle principal, c'est le modèle vert. Donc, celui-là vous permet de publier comme vous voulez dans n'importe quelle revue. Et ensuite, vous pouvez tout simplement déposer une copie de votre article. Ça peut être une version finale ou pré-finale ou un brouillon, dépendant de l'accord que vous avez avec l'éditeur d'où il est originalement publié. Et celui-ci, vous pouvez le déposer dans un dépôt, qu'il soit institutionnel ou qu'il soit tout simplement public, comme par exemple Archives ou disons, Papyrus pour l'Université de Montréal. Donc, certains éditeurs vont exiger une période d'embargo de 12 mois avant de permettre aux auteurs de déposer justement leurs articles. Donc, à l'heure actuelle, on parle d'environ 14 000 revues scientifiques qui seraient en libre accès, qui auraient publié plus de 4,5 millions d'articles dans 130 pays différents, selon le DOAJ, qui est le Directory of Open Access Journals. Et sinon, encore une fois, selon le RORC, qui est le Registry of Open Access Repositories, qui estime qu'il y a environ 4 700 dépôts d'archivage numérique en ce moment qui existent.
Un dernier point technique que je vais apporter, c'est les mandats de libre accès. Donc, les mandats de libre accès, c'est une obligation, une suggestion contractuelle qui incite les chercheurs à publier leurs résultats en libre accès. Donc, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut provenir des institutions de recherche ou des organismes subventionnaires. Donc, les données qui viennent de la base de données RoarMap, qui est une base de données, dans le fond, qui recense tous les mandats de libre accès, montrent qu'il y a eu une augmentation absolument fulgurante des mandats de libre accès dans les derniers 15 ans. Donc, on a passé de 123 en 2005 jusqu'à plus de 1000 en 2020. Mais le point que je veux souligner ici, c'est le fait que les pays occidentaux, plus particulièrement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, sont de loin les pays ayant le plus de mandats de libre accès. Ce qui m'amène à ce point-là, c'est l'existence d'une division internationale. Donc, lorsqu'on regarde le nombre de mandats de libre accès et le nombre d'initiatives de libre accès qui existent, on réalise qu'à l'exception de Cielo, je vous dirais, c'est un peu l'équivalent d'Érudit, mais en Amérique du Sud, plus particulièrement au Brésil. Donc, c'est vraiment une base de données monstrueuse dans laquelle, qui indexe vraiment plusieurs revues 100% libre accès en portugais et en espagnol, mais surtout en portugais. Donc, à l'exception de cette initiative-là, on remarque que la grande majorité des initiatives et des mandats de libre accès existent dans le monde occidental. Donc, pourquoi est-ce que cette situation existe là? C'est tout simplement que la majorité des pays pauvres et des pays en développement ne possèdent pas les infrastructures et les ressources nécessaires pour créer ce genre d'initiative. Comme par exemple, si on pense justement à l'Afrique subsaharienne ou bien même certains pays très pauvres en Asie, donc, le simple accès à Internet peut directement être une barrière à l'accès. Donc, il y a plusieurs endroits où ce que les chercheurs, les universités ont vraiment de la difficulté à avoir soit une connexion qui est stable ou tout simplement une connexion tout court. Donc, aussi, il y a l'existence d'un programme qui s'appelle Research for Life. Dans le fond, c'est une initiative internationale qui permet aux pays les plus pauvres de prendre part à l'activité scientifique internationale. Donc, ce programme-là, ce que ça fait, c'est une entente avec les éditeurs et ça permet d'enlever partiellement ou totalement les frais d'abonnement et les frais de traitement des articles aux institutions des pays justement participants. Donc, ça permet, ça, c'est une des initiatives qui a été développée justement pour faciliter l'accès justement à la communauté scientifique pour les pays les plus pauvres. Donc, les objectifs de mon mémoire de maîtrise, en fait, c'était d'obtenir un portrait global de l'adoption du libre accès par pays. Donc, on a utilisé deux indicateurs pour le définir, c'est-à-dire le nombre de publications faites en libre accès par pays et les références qui sont faites aux publications en libre accès pour chacun des pays. Donc, on voulait aussi vérifier s'il existait un lien entre les habitudes de publication en libre accès et le nombre de références faites au libre accès à l'échelle des pays. Et enfin, on voulait voir s'il y avait un lien entre l'utilisation du libre accès et le revenu des différents pays. Donc, pour en arriver là, en fait, on a compilé les articles ayant un DOI, donc un Digital Object Identifier, c'est-à-dire un numéro identifiant unique associé aux articles scientifiques. Donc, ceux-là qui sont disponibles dans la base de données Web of Science entre 2013 et 2017. Donc, on a attribué la discipline des différents articles en utilisant la méthode de classification des disciplines de la NSF, c'est-à-dire de la National Science Foundation. Donc, ensuite, pour déterminer justement la disponibilité des articles en libre accès, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé encore une fois les deuils avec les données de la base de données OnPaywall. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas OnPaywall, c'est vraiment une application super. Je vous encourage fortement à l'installer sur votre ordinateur. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un web crawler. C'est un robot pisteur qui se promène sur Internet, un peu comme le fait Google, et essaie de repérer les articles scientifiques qui sont disponibles en libre accès. Et lorsqu'ils le sont, donc, il permet directement de cliquer sur le bouton On Paywall de votre navigateur Internet et ça vous offre la copie de l'article en libre accès. Donc, ensuite, on a classé les pays par revenu en utilisant le système de classification de la Banque mondiale et afin de justement pouvoir faire une comparaison qui était adéquate, on a développé un indicateur pondéré et normalisé par discipline afin de comparer les pays adéquatement. Donc, un score de 1 signifie justement la moyenne mondiale. Pour être plus précis par rapport à ce qu'on a fait pour la pondération, c'est simplement que les habitudes de publication des pays varient fortement. Il y a certains pays qui vont avoir plus tendance à publier en intelligence artificielle, d'autres en sciences naturelles, d'autres en sciences sociales, d'autres en médecine, etc. Donc, par exemple, si le Canada, si 35% des publications canadiennes sont des publications en médecine, donc on a fait en sorte que la valeur des publications en médecine valait pour 35% du score total de libre accès du pays. Donc, des résultats rapides. Nos résultats ont montré qu'environ entre 20 et 40,5% de toutes les publications seraient présentement disponibles en libre accès
variant selon justement la discipline de recherche. Rapidement comme ça, on peut voir justement que dans les sciences biomédicales, donc particulièrement en médecine, la tradition de publier en libre accès est vraiment plus élevée, ce qui pourrait s'expliquer certainement par l'existence de PubMed, donc qui est une initiative américaine qui fait en sorte que toutes les publications qui sont financées par le gouvernement américain en médecine doivent être déposées dans les 12 mois suivants sur le moteur sur la base de données de PubMed. Qui recense une quantité astronomique d'articles en médecine. Tandis que lorsqu'on regarde le nombre de références qui est fait aux articles en libre accès selon la discipline et le modèle, on observe qu'environ entre 32,2 et 48,2 des références ont été faites à des papiers en libre accès dépendant du domaine. Ce qui fait en sorte que ça confirme un peu la thèse que je vous mentionnais tout à l'heure du fait que les articles en libre accès ont généralement un plus grand impact que les articles qui ne sont pas en libre accès, étant donné que la proportion est plus élevée pour le nombre de références faites que pour le nombre de publications qui a été fait. Donc, si je regarde justement, si on regarde à l'international, qu'est-ce que ça donne par rapport au nombre de publications en libre accès? Ça montre que les pays de l'Afrique subsaharienne publient fortement plus en libre accès que le reste du monde. Donc, quand on regarde l'Amérique du Nord, on observe que les États-Unis publient davantage en libre accès que le reste du monde, mais pas le Canada qui se situe un peu en dessous de la moyenne. Sinon, en Europe, les pays de l'Est publient légèrement plus que la moyenne mondiale, tandis que les pays de l'Ouest européen et de l'ancienne Union soviétique, eux, ont tendance à moins publier en libre accès. Lorsqu'on regarde les références qui ont été faites aux articles en libre accès par pays, donc une fois de plus, on observe que les pays de l'Afrique subsaharienne utilisent le libre accès beaucoup plus que le reste du monde. En Amérique, le Canada et les États-Unis utilisent tous les deux plus le libre accès que le reste du monde. Donc, ces données sont vraiment très légèrement pour le Canada. C'est pour ça qu'on les voit blancs, qu'on voit le Canada blanc sur la map. On remarque encore une fois la même tendance que tout à l'heure, c'est-à-dire quand on compare l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, on voit que l'Europe de l'Ouest fait beaucoup plus de références aux articles en libre accès que les pays de l'Europe de l'Est. En Amérique du Sud, la plupart des pays citent davantage le libre accès qu'ils publient en libre accès, avec l'exception du Pérou et du Brésil. Donc, tout à l'heure, je vous avais mentionné justement l'existence de la plateforme de libre accès Cielo qui est vraiment bien implantée dans ces deux pays. Donc, ça pourrait avoir aidé à développer une culture de libre accès, mais c'est sûr qu'encore une fois, c'est quand même spéculatif à ce niveau-ci. Ce qui est intéressant... Il te reste 5 minutes, je ne sais pas si tu avais vu ou entendu. Oui, j'avais... OK, excuse-moi. Oui. Sinon, l'Asie et l'Afrique du Nord, ils se comportent tous les deux d'une manière assez similaire, c'est-à-dire la plupart des pays publient et citent moins en libre accès que la moyenne mondiale, avec l'exception des pays qui sont les plus pauvres de ces régions-là, c'est-à-dire par exemple le Laos, le Cambodge, le Népal, etc. Donc, ces pays-là se comportent davantage comme les pays de l'Afrique subsaharienne. Quand on regarde la comparaison entre le nombre de publications et le nombre de références faites, donc une corrélation de Pearson a montré qu'il y a une forte relation entre les deux variables. Donc, on parle d'environ 0,870, qui est quand même très, très élevé. Donc, en d'autres mots, on pourrait dire que plus un pays publie en libre accès, donc plus il va avoir tendance à citer le libre accès. Donc, enfin, le dernier résultat que je voulais montrer, c'est la distribution des pays selon leur tendance de publication et d'utilisation du libre accès en comparé à la moyenne mondiale. Séparé en fonction de la classe de revenus. Quand on regarde, une fois de plus, quand on regarde l'axe des Y, ça consiste au nombre de références, tandis que l'axe des X consiste en nombre de publications. Donc, le point rouge, c'est la moyenne pour chacune des catégories de revenus. On peut encore une fois dire que les deux indicateurs ont une très forte corrélation, et donc ça, peu importe pour quelle catégorie de revenus. Par contre, cette corrélation-là est plus forte pour les pays à faible revenu et pour les pays dans la classe intermédiaire de la tranche inférieure en comparaison avec les pays à revenus élevés et ceux intermédiaires de la tranche supérieure. Donc, en moyenne, les pays sont classés dans différents cadrans. Donc, les pays à revenus élevés et intermédiaires supérieurs se situent surtout dans le troisième cadran, tandis que les pays à faible revenu intermédiaire et inférieur se situent dans le premier cadran. Donc, dans l'ensemble, nos résultats montrent que les pays avec un plus haut revenu ont moins tendance à publier et à citer que le libre accès que les pays ayant un revenu moins élevé. Donc, je peux faire des conclusions rapides par rapport à tout ça. C'est le fait que les pays à faible revenu ont tendance à publier et citer davantage le libre accès. Sinon, le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie ont tendance à moins citer et publier en libre accès que le reste du monde, à l'exception des régions vraiment plus pauvres de
les pays vraiment les plus pauvres de ces régions, pardon. Et, tandis que les pays de la tranche intermédiaire, de la tranche supérieure, se comportent étonnamment comme les pays riches, malgré le fait qu'ils n'ont vraiment pas du tout les mêmes moyens, justement, pour pouvoir se payer un accès ou pour pouvoir payer des frais de traitement. Donc, on pourrait dire que nos résultats semblent confirmer les résultats d'autres études qui soutiennent que les initiatives de libre accès, que ce soit par exemple des mandats, des logiciels, des nouvelles infrastructures, etc., fonctionnent. Donc, ça souligne vraiment justement l'importance de ces initiatives-là à l'échelle institutionnelle, nationale et internationale. Donc, ça montre aussi qu'il y a une certaine nécessité de faire la promotion du libre accès dans les pays de revenus intermédiaires afin de limiter justement la division dans l'utilisation du libre accès à l'échelle mondiale, étant donné que les pays à revenus élevés ont des mandats et que les pays à faible revenu ont le programme Research for Life, sauf que les pays justement qui se situent au centre, eux, ils n'ont absolument rien et ils n'ont pas nécessairement le même genre de moyens que les pays riches ont pour pouvoir participer à l'activité scientifique ouverte, en fait. Donc, tout simplement pour terminer, je vais juste mentionner une limite potentielle, c'est l'utilisation des données du Web of Science. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être considéré comme étant une représentation parfaite de la science parce qu'il se limite généralement au contenu qui est indexé, c'est-à-dire que ce contenu-là, ça donne habituellement à être en anglais. Donc, ça peut créer un angle mort vis-à-vis de la littérature scientifique locale ou la littérature scientifique qui est publiée dans une autre langue que l'anglais. Donc, pour pallier à cette limite-là, on est présentement justement en train de travailler sur un nouveau portrait du libre accès, mais en utilisant la base de données Dimensions, qui est une toute nouvelle base de données qui indexe beaucoup plus la littérature locale. Donc, on est vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça va donner en comparaison justement à ces résultats de recherche-là. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc, je vous laisse avec une photo de mon chien très cosy pour terminer la présentation.